qu'on est dans un hit parade. Troisième partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie de Salif Koné, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Laurence donc, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Vamata Sile-Kalata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Et on passe tout de suite au grand angle. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de se propager. Les autorités congolaises parlent d'une deuxième vague. Déjà plus de 210 cas confirmés, au moins 130 morts, annonce de l'Organisation mondiale de la santé. Désormais, l'épicentre de la fièvre hémorragique s'est déplacé de la ville de Mandjina à celle de Beni, toujours dans le Nord Kivu, province où les autorités doivent faire face à un double défi, répondre à la crise sanitaire tout en tenant compte de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Sur place, c'est une véritable course contre la montre qui semble être engagée, notamment dans les écoles où sont menées des campagnes de prévention. On écoute à ce propos cet enseignant d'une école primaire de l'Est de la RDC. Étant qu'éducateur et enseignant, j'ai toujours conseillé aux parents que l'école constitue un grand acteur pour la lutte contre le virus Ebola, parce que c'est à l'école où l'on apprend beaucoup plus les mesures d'hygiène qu'à la maison. Et avec l'équipement qu'on a vraiment doté aux différentes écoles, nous sommes très confiants que cette maladie sera éradiquée. 10e épidémie d'Ebola en RDC, donc depuis 1976. Les autorités manquent toujours de préparation, Laurence Dong, dans la gestion de cette maladie. Alors, il faut dire que le virus Ebola, c'est un virus qui est assez particulier parce que avant de faire la maladie, il y a une phase d'incubation. Et pendant la phase d'incubation, les personnes porteuses du virus ne sont pas contagieuses. D'accord ? Elles ne sont pas contagieuses, sauf qu'une fois que la maladie est déclarée, la personne devient contagieuse de par ses sécrétions corporelles, la sueur, le sang. Et à ce moment-là, on a très peu de temps pour sauver la personne si on n'a pas, si elle n'est pas prise en charge immédiatement. On n'a toujours pas de vaccin contre Ebola. Il faut traiter en fait on traite les symptômes de la maladie qui apparaissent en souhaitant que les anticorps eux-mêmes fassent le travail après contre le virus. Sauf que le virus est tellement contagieux qu'une fois qu'une personne fait la maladie, les parents, tous ceux qui l'approchent pour la toucher, sont tout de suite contaminés. Donc tout ça fait que la maladie se propage assez rapidement dans les familles et de proche en proche. Et puis la zone dans laquelle la maladie, l'épidémie s'est déclenchée, l'est de la RDC, avec tous les problèmes sécuritaires qu'il y a là-bas, on a les forces démocratiques alliées ougandaises qui ont pris cette partie du pays en otage et qui n'arrêtent pas de massacrer les populations. Donc tout ça, toutes ces questions sécuritaires font que ce n'est pas facile d'endiguer l'épidémie de ce côté-là. Donc un double défi, Salif Koné, dans cette partie du pays. Alors, dans un premier temps, moi je ferai un peu d'histoire pour dire que si le virus d'Ebola a été découvert depuis 1976 entre le Soudan et puis la République démocratique du Congo, donc c'est quelque chose qui existe vraiment depuis longtemps sur le continent. Mais moi, ma préoccupation aujourd'hui, je me pose, comment se fait-il qu'un virus comme ça est découvert ou bien se remet en route dans des zones où on a des enjeux très forts économiques. La question, il faut se poser. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, dans le Nord Kivu, il y a de la richesse là-bas. Et comment se fait-il que c'est toujours dans des zones où on a de la richesse qu'on a toujours des problèmes au niveau de l'Ebola? C'est vrai, on a un problème sécuritaire parce que les ONG qui travaillent depuis des années à essayer de contenir les populations, le renseignement, les répertorier et apporter des solutions n'ont pas la circulation facile compte tenu des enjeux économiques qu'il y a dans cette région. Donc pour moi, la question sécuritaire, oui, mais pourquoi
Aujourd'hui, ce virus-là n'arrive pas à être contenu avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui dans le monde entier pour pouvoir régler ce petit problème-là. Faisons un effort de comptabilité. 1976, 2018. 40 ans. Comment ça se fait que un virus sévit pendant 40 ans dans une zone bien définie et on n'arrive pas à l'éradiquer? Est-ce qu'il n'y a pas de business derrière? Parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, pardon, ce que je veux dire. C'est toujours, comme le dit M. Koné, dans la même zone. Virus Ebola, c'est toujours dans la même zone. Quand on en parle, c'est toujours dans la même zone. L'ONU s'en préoccupe. Les organisations humanitaires, ONG, entre autres, tout le monde s'en préoccupe. Mais on n'arrive pas à l'éradiquer. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas les vaccins qu'il faut? Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique ou une stratégie mise en place pour pouvoir l'éradiquer? Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation de la population pour rejoindre ce que Mme Dong disait, quand une personne est atteinte, le temps où on fait attention, dans la famille, tout le monde est contaminé. Pourquoi pendant 40 ans, franchement, cette question-là devrait être posée, quitte à la poser au niveau du syndicat, comment vous avez dit, au niveau de l'Union africaine, il faudrait poser ce problème-là. Alors, Laurence Dong, alors effectivement, on peut interroger la stratégie des autorités congolaises qui, il y a encore quelques semaines, quelques mois quand même, hein, en juillet, fin juillet, disait être parvenu à maîtriser l'épidémie. Et donc, voilà, et finalement, quelques jours, quelques semaines plus tard, de nouveaux cas ont été rattrapés révélés par la réalité. Laurence Dong, donc est-ce que la stratégie du gouvernement congolais n'est pas à questionner, en termes notamment de sensibilisation, de prévention, mais aussi de voir la réalité sur le terrain, ne pas nier ce qui existe véritablement? Quelle est la préoccupation du gouvernement congolais aujourd'hui? La préoccupation, c'est de se maintenir au pouvoir. Est-ce que leur préoccupation, c'est de s'occuper véritablement du bien-être des populations? Quand j'ai vu cette information sur l'épicentre de l'épidémie Ebola qui s'est déplacée sur la ville de Béni, je me suis dit, mais les pauvres, parce qu'ils sont déjà livrés à eux-mêmes depuis 2014. Il y a des massacres à Béni tous les jours. Tous les jours, les populations civiles sont massacrées par les rebelles de l'AFD dans l'indifférence totale. Pourquoi voulez-vous que ce soit tout à coup, subitement, Ebola qui émeuve le gouvernement? Aujourd'hui, ce gouvernement, s'il réagit, c'est parce qu'il y a des interpellations de l'OMS, d'autres personnes qui en parlent. Leur préoccupation aujourd'hui, comme dans la plupart des dictatures, c'est de réfléchir à comment je me maintiens. Les élections arrivent, Kabila va partir, Kabila ne part pas, on prend les machines à voter, on ne prend pas les machines à voter, et les populations passent toujours à la trappe. On est surpris parce qu'on n'anticipe pas. Le développement se planifie, le développement s'anticipe. On sait qu'on se soucie des populations, on met en place des programmes, etc. Mais malheureusement, ce qu'on constate dans nos pays, dans ces régions-là, c'est que les populations, une fois de plus, sont livrées à elles-mêmes par le pouvoir central qui a d'autres préoccupations que de s'occuper d'elles. Alors, on sait que l'OMS a convoqué demain, mercredi, une réunion d'urgence sur la question. On a quand même le sentiment que l'OMS se fait plus de soucis, comme le disait Laurence Dong, que les autorités congolaises. Oui, parce que là, aujourd'hui, on a peur que cette maladie, de par le déplacement des populations, se propage davantage, puisse traverser une frontière et venir polluer des populations saines dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec. La question aujourd'hui qu'on va se poser, comme l'a dit Madame Dong, est-ce qu'un pays comme le Congo, qui détient autant de richesses, qui vaut pratiquement 10 fois la France, si ce n'est plus, a la capacité, avec son armée, de pouvoir sécuriser l'ensemble de son territoire? Ce que je ne pense pas. Ces populations qui sont laissées à elles-mêmes depuis des années, qui sont massacrées, qui sont violées, on a des reportages aujourd'hui à la télévision où le prix Nobel de la paix a été donné à un Congolais sur les massacres qui ont été faits à l'intérieur des terres, doivent nous interpeller. Nous, Africains, ça doit nous interpeller.
Comment se fait-il qu'après plus de 40 ans, on n'arrive pas? Comment se fait-il qu'après 40 ans, l'Union africaine elle-même reste muette? On est toujours, c'est les organisations internationales qui se battent, et nous, Africains, on a comme l'impression que la mort, pour nous, fait partie de notre quotidien et que ça n'ébranle personne. Donc, un continent finalement toujours désarmé. Non, mais le problème, c'est que tout à l'heure, Madame Dong parlait du régime Kabila, mais c'est quand même depuis 1976. Depuis 1976. Donc, Ebola a traversé, a vu passer des régimes de Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Et jusqu'à là, un virus, à l'égal du palu, sinon on va en déborder encore dans les discussions, n'est pas traité. Ça démontre à quel point nos gouvernants se soucient peu de leur population. Ce qui les arrange, c'est leur pense, ce qui leur revient dans leur poche, mais ce qui touche les populations, ils s'en foutent éperdument. Le reste, c'est de la théorie, des grands discours, mais c'est pas possible. Comment voulez-vous penser qu'un régime congolais, quand toi, président de la République, tu arrives, tu prêtes serment, tu dis tous les atouts pour protéger ton peuple. Le voilà dans la misère, dans la maladie, tu ne peux pas aller au secours, il faut que l'OMS, je ne sais pas, la France, l'Occident te court au secours. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, Laurence Dong et ensuite Salif Koné. Alors, je veux quand même signaler que les recherches sur Ebola ont évolué. Mais malheureusement, les centres, pas malheureusement, on va dire ça comme ça, puisqu'ils étudient quand même le virus. Aujourd'hui, l'un des centres de référence, c'est l'Institut Pasteur, en France, qui étudie le virus Ebola. Il y a quelques années, quand je faisais mes études de biologie, le problème que l'on posait par rapport à Ebola, c'est qu'on ne connaissait pas quel est l'être vivant qui contient le virus, qui est le réservoir. Ce qu'on appelle le réservoir en biologie, c'est l'être vivant qui est porteur du virus et qui ne fait pas la maladie. Aujourd'hui, les recherches ont avancé. On sait que c'est la chauve-souris qui est aujourd'hui le réservoir d'Ebola. Donc ça, c'était important pour commencer à travailler. On sait que c'est la chauve-souris. Elle ne fait pas la maladie, mais elle peut la transmettre à des humains qui tuent une chauve-souris, etc. Qui mangent. Pareil, le singe aussi, lui, c'est pas un réservoir parce que la maladie le tue. Ebola le tue. On a vu Ebola au Gabon arriver parce que des chasseurs avaient trouvé un singe mort, un gorille mort qu'ils ont dépecé, ils ont attrapé le virus. Okay? Il y a quelques années, il y a même un vaccin expérimental qui existe déjà. Par rapport à Ebola. Donc, ce sont des pistes. Ce vaccin étant expérimental, c'est une piste que l'on peut exploiter par rapport à ces populations si vraiment on voulait s'en occuper, parce qu'il y a une recherche qui est menée. Mais, comme on le dit tous autour de cette table, que ce soit Mobutu, sa préoccupation, c'était quoi? C'était le pouvoir. Kabila père, il est resté combien de temps? Il est arrivé dans quelles conditions? Il a trouvé un pays complètement délabré. Il fallait le reconstruire. Il n'a pas eu le temps, avec les alliances contre nature qu'il a faites, il en a payé le prix fort, celui de sa vie. On en a un qui est là. Et c'est ça notre problème. Pour tirer un parallèle, pour ne pas être longue, aujourd'hui, on a vu la question de l'immigration. Tous ces jeunes qui viennent mourir sur les bords de la Méditerranée. Vous avez entendu un sommet des chefs d'État de l'Union africaine pour régler, pour ne plus que discuter de cette question? Même pas. Non. Non, c'est en France, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, cette question d'immigration est dans les programmes politiques de toute l'Europe. Les populismes naissent en Europe aujourd'hui, se nourrissent de cette immigration, etc. Mais l'Union africaine, personne n'en débat. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est que les populations africaines semblent être une abstraction pour les pouvoirs en place. Ils ne sont que des subterfuge pour justifier que l'on s'appelle président, pour justifier distraction, mais on ne tient pas compte de ces populations, de leur bien-être, de leur souveraineté. Quand on commencera par ça, à ce moment-là, on pourra faire le reste. Tout à l'heure, on disait en off, on veut juger les chefs d'État africains. Qui va les juger? L'Union africaine? Le syndicat des dictateurs, là où la plupart d'entre eux, pas tous, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même aujourd'hui, j'enlève quand même le président du Ghana, d'accord, qui se démarque un peu, qui fait de bonnes choses pour son pays, mais la plupart d'entre eux arrivent au pouvoir par des élections volées, ils se couvrent, ils commettent les mêmes exactions que Yaya Jammeh dans leur propre pays. Donc notre situation est compliquée par notre classe dirigeante. Le jour où nous aurons des dirigeants qui respecteront la souveraineté des peuples et qui comprendront que être président, c'est pour le bien de son peuple prioritairement, notre Afrique fera un bond en avant. Salif Koné. Alors, moi, la question que je vais poser, on a vu qu'en 2013, l'épicentre du virus Ebola avait commencé à gagner l'Afrique de l'Ouest.
avec la Guinée, et tout ça, la Libéria et tout ça, Sierra Leone, et on se rend compte que là-bas, tout a disparu. On avait eu un cas au Sénégal, on n'en parle plus, ça a disparu. Alors, est-ce que la RDC a manqué de vigilance? On se pose la question, est-ce que c'est un manque de vigilance ou est-ce que derrière, l'épicentre vraiment, c'est les richesses de ce pays parce qu'on n'arrive pas depuis 40 ans à régler ce problème-là. Les autres pays, dans la majeure partie, on n'en parle presque plus. La Guinée a fêté dernièrement son dernier cas d'Ebola qui avait disparu de son territoire ou un truc. Si un pays comme la Guinée arrive, j'ai du mal à comprendre comment un pays comme la RDC n'arrive pas. Ceci dit, la RDC, ça reste un pays instable. Donc. Oui, ça et là, on parle de Béni où les humanitaires ont du mal à accéder à ces zones. Moi, sincèrement, je pense que si nous voulons, en tant que peuple africain, avec l'armée africaine qu'on a, de l'Union africaine, régler ce problème-là dans cette zone, je pense qu'on peut contenir les populations. Déjà, le renseignement, parce que quand on est mal informé, souvent on cache ces malades. L'Africain a tendance à partir à l'hôpital quand il est sur un brancard. C'est pas quelque chose de quand ça se dénonce, la personne est déjà contagieuse et en fin de vie. Qui a le virus, c'est une honte pour sa famille. La famille préfère le cacher que des tabous que de l'envoyer à l'hôpital, et que ça, c'est un fléau qui, de contact à contact, la maladie elle reprend. C'est comme le début du VIH. Voilà, ça on le sait. On disait que le grand défi, c'est la sensibilisation. C'est vraiment une grande partie des sensibilisations dans la zone, et sécuritaire aussi. Et que l'Union africaine, bon, je reviens toujours sur ce problème-là, pour dire que la communauté africaine doit prendre les problèmes africains réglés par les Africains. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Laurence, donc, Mamata Silakalata. Oui, moi je rejoins M. Koné. Simplement, moi je dis qu'il y a un problème de réelle volonté. Il n'y a pas la volonté de vouloir. C'est pourquoi je disais en préambule, est-ce qu'il n'y a pas du business qui se développe derrière? On veut cacher, on veut pas les zones inaccessibles. Inaccessibles pour qui? Pourquoi? C'est pas possible. Moi je pense qu'il y a un problème de réelle volonté. Il faudrait que nos gouvernants, entre guillemets, puissent prendre le problème à bras le corps et qu'on puisse travailler pour ces populations-là. Sinon, c'est impossible. Lance donc. Effectivement, la maladie peut être circonscrite, puisque, comme le disait M. Koné, dans certains pays, elle a été circonscrite, en sachant que Ebola se transmet d'humain à humain. Donc, si on arrive à faire effectivement de la sensibilisation, apprendre aux gens à reconnaître la maladie, apprendre à reconnaître, à dire aux gens, voilà, quand vous allez, voici le réservoir. Si vous trouvez, voilà, attention avec les chauves-souris, si vous les consommez, attention avec tel animal, attention, attention, attention. Donc c'est essentiellement de la sensibilisation. Et bien dire aux populations que quand quelqu'un commence à faire la maladie, ne le touchez pas. Allez chercher les personnes compétentes qui vont venir en prendre soin, parce qu'un malade d'Ebola, quand il fait la maladie, il ne faut surtout pas le toucher. Et si on le touche, on est soi-même contaminé, sauf que quand on est contaminé pendant au moins 12 jours, on ne fait pas la maladie, on ne fait pas les symptômes. Donc on peut se dire que rien ne s'est passé alors qu'en réalité, on est en train d'incuber le virus. Donc tout passe effectivement par la sensibilisation, par le fait d'isoler donc les malades. Ceux qui sont déjà malades doivent être isolés, mis en quarantaine pour être traités. Et je rappelle que Ebola, on ne traite que les symptômes. Donc on va traiter la fièvre, on va traiter les hémorragies, etc. Et c'est possible. En Afrique, l'Afrique a toutes les potentialités pour être une terre où il fait bon vivre. On peut tout faire en Afrique, on peut circonscrire les maladies, on peut envoyer nos enfants à l'école, on en a les moyens. La RDC, c'est un scandale géologique avec toutes les richesses, sauf que ces richesses sont plus dans les comptes des dirigeants que pour le bien des populations. Salif Koné, vous voulez intervenir? Alors, moi je voulais intervenir que tous ces conflits qu'on a sur le continent, alors que
selon les indicateurs qu'on a aujourd'hui à l'international, ça reste l'un des continents les plus riches et prometteurs, avec plus de 50% de la jeunesse du monde entier qui va se passer. Donc on s'est dit, dans les 30 ans qui viennent, il y aura une partie du monde qui va se passer sur ce continent-là, la richesse ou de l'avenir du monde qui va se passer avec une main-d'œuvre qui est aussi performante au niveau du coût que la Chine et tout ça. Mais pour moi, je pense que c'est le partage des richesses qui sont source de tous ces conflits sur le continent. Est-ce que nous voulons ensemble partager ces richesses-là et les mettre à disposition de nos populations? C'est vrai, comme on dit, on doit parler de communication, mais quand vous avez quelqu'un qui n'a rien, qui ne sait même pas qui n'a jamais touché une pièce, ou bien avoir un billet de 1000 francs CFA, pour lui c'est déjà l'argent du mois, qui va aller chasser en forêt pour nourrir sa famille, et lui dit, c'est que tu as l'habitude de chasser depuis 40 ans, du jour au lendemain, tu ne dois plus prendre ça. Sans compensation. Sans compensation. Tout à fait. Là est le problème. C'est bien beau de dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais oui, qu'est-ce que je fais en contrepartie pour ne plus que tu le fasses? Voilà la question qu'il faut faire. Parce qu'on peut faire autant de communication, prendre des avions, survoler avec des prospectus, les jeter. Non, mais tout cela s'inscrit dans une espèce de stratégie, de vision et de sensibilisation. Mais le problème, comme elle l'a dit, Mme Dang, les dirigeants africains ne s'intéressent. Il n'y a pas une volonté. Tout part de là. Quand il n'y a pas de volonté, tout ce qu'on est en train de dire autour de cette table-là ne dépassera même pas le seuil de la porte. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réelle volonté et qu'on prenne le problème à bras-le-corps. Après, on peut voir la sensibilisation, essayer d'expliquer la quarantaine, les compensations, etc. Tout ça, ça vient par après. Nos dirigeants, s'ils nous écoutent, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté. Le problème part de là. Donc, voilà, on parle de près de 2000 morts depuis 1976, si on englobe voilà, toutes les victimes donc, depuis près de 40 ans. On rappelle aussi cette réunion d'urgence qui a donc été convoquée demain mercredi par l'Organisation mondiale de la santé au sujet donc, de cette épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Fin de cette émission. Merci à nos invités. Laurence Dong, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Merci à vous également, Mahamat Assilek Alata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Salif Kone, merci beaucoup. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir. Merci.